Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez donc a priori désormais que je rentre en France dans peu de temps, puisque je rentre en France dans environ 2 mois. Alors pourquoi, comment? Je crois que je vous dois, mes petites beautés, une petite update, comme on aime bien le dire, une petite mise à jour sur qu'est-ce qui va se passer en 2025 et puis globalement comment on a fini l'année 2024. C'était un épisode que je voulais vous faire à part parce que vous savez désormais cette série du Road to the French, en tout cas les updates du podcast pro, business, etc. Je l'ai fait un petit peu dans un format séparé. En revanche, je me suis dit qu'en début d'année, ça pouvait être pas mal. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé à la fois les mises à jour pro, perso, sur système, le business, le sport, mais aussi, évidemment, une partie éducative. Et je vais donc commencer par celle-ci, puisque dans cet épisode, l'objectif, ça va être non seulement de vous livrer les 10 meilleurs modèles mentaux que j'ai utilisés sur 2024, que j'ai découvert sur 2024, et surtout qui m'aident un peu au quotidien. Je vais en profiter aussi pour vous faire un petit point, on va dire les termes sur système, le podcast. On va parler chiffres, on va parler moula. Combien ça me coûte? Combien ça m'a coûté sur 2024? Combien ça m'a rapporté sur 2024? Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, sans langue de bois, et je vais vous dire les vrais chiffres de combien ça fait, de combien ça coûte concrètement d'avoir un podcast qui fait à peu près 10 000 écoutes par mois. Je suis très chaud de commencer cet épisode avec vous. Vous voyez que je suis sur mon canapé, donc ça va être un épisode en toute détente, vous voyez. Et donc l'objectif, c'est de vous faire un peu à la fois le bilan sur 2024 et vous donner la direction sur 2025. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Je suis très heureux de vous retrouver. Dans les 10 dernières années, j'ai évolué dans des environnements de forte croissance, de haute performance. Et donc, dans Système, je vais décortiquer les méthodes, les routines, les habitudes des top performers, que ce soit sur l'affaire business, pro et les habitudes de vie. On parle donc de performance et de psychologie avec une approche basée sur la science. En théorie, une semaine sur deux, je fais un épisode solo et un autre épisode en interview. Et on va interviewer des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs à succès, entrepreneuses à succès aussi, évidemment. Bref, on va interviewer des personnes à forte réussite pour comprendre ce qui a fait leur succès et pouvoir le répliquer. Et on est donc parti pour cette première partie qui va être la partie, on va dire, éducative, avec les 10 modèles mentaux qui m'ont servi sur 2024. L'année dernière, j'avais fait les 23 leçons pour 2023. J'ai pas fait les 24 leçons pour 2024 parce que ça aurait été un travail titanesque et j'ai l'impression qu'en fait, plus on va donner de contenu et plus en fait ça va être diffus. Et au moins, on va creuser dans le sujet en profondeur. Et donc, j'ai pas voulu me disperser sur 24 leçons. J'ai voulu vous donner 10 modèles mentaux, 10 leçons, on pourrait dire, sur 2024, qui m'ont servi, que j'ai appris soit sur 2024, ou en tout cas, voilà, qui me sont revenus parce que ce que j'ai l'impression, et très chaud d'avoir vos commentaires sur Spotify. Spotify a livré une nouvelle fonctionnalité où je peux rebondir sur vos commentaires. Donc, encore une fois, allez-y, balancez des commentaires, ça me fait hyper plaisir. Et puis, j'essaie de répondre à tout en tout cas. On n'est pas encore des millions et des millions, donc forcément, j'ai le temps de répondre à tout pour le moment. Donc, ce que je voulais vous dire là, et j'ai commencé à divaguer, c'est que j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas beaucoup de leçons qu'on va apprendre régulièrement, mais qu'en fait, que c'est encore plus important de se les réenseigner, de les relire, de les réingurgiter, de les re-savoir, qu'on les redispense en fait, qu'on nous les redispense. J'ai l'impression que c'est encore plus important que le fait d'apprendre des nouvelles leçons au final. Et je me surprends souvent à faire des lectures et me dire: «Ah attends, c'est marrant ce truc-là, il y a 3 ans, c'est vrai que c'était acquis chez moi et j'y ai pas pensé depuis ce temps-là». Et le fait de le relire ou de le revoir en face de moi, c'est au moins aussi important que ce qu'on a pu apprendre il y a 3 ans. Bref, je commence pas à divaguer parce que sinon on n'a pas fini sur cet épisode parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Puisque vous l'avez compris, éducation. Ensuite, on va parler un peu sport. On va parler un petit peu perso, évidemment, avec le retour en France. Et puis, je vous dirai pourquoi, comment, etc. Et puis, on parlera un peu de système aussi, donc en termes financiers. Et puis, en termes de performance, de réussite, etc. Le premier modèle mental que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, j'ai compris par le fait de me faire coacher en sport, en CrossFit, que notre travail, c'était d'identifier les leviers les plus importants qui y avait le plus de ROI. ROI étant retour sur investissement. Euh, Return on investment en anglais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, que ce soit en business ou en sport, il y a toujours un travail à faire d'identification des ce qu'on appelle les low hanging fruits, donc les fruits les plus faciles à attraper parce que c'est ceux qui pendent le plus. Vous voyez, quand on va ramasser des fruits dans les arbres, bon, bah, il y en a qui sont plus lourds, qui sont plus gorgés de sucre, d'eau, etc. Ils sont plus gros et donc ils vont pendre plus les branches. S'ils font pendre plus les branches, ça veut dire qu'ils sont plus faciles à attraper. Et ben en fait, c'est exactement pareil dans le business et dans le sport en fait, et un peu pareil partout, j'ai l'impression. Et c'est un peu la révélation que j'ai fait cette année, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une compétence qu'on gagnera ou qu'on gagnerait à développer, qui est celle d'identifier là où on a des axes de travail, des leviers plus importants que sur d'autres endroits. Je m'explique. Entre, par exemple, faire l'acquisition de nouveaux clients et entre le fait de avoir des clients qui se réabonnent,
qu'est-ce qui va nous apporter le plus de finances, qu'est-ce qui va nous apporter le plus de richesse en fait. En ayant la connaissance de ça, on va être capable de mettre plus ou moins d'efforts, plus ou moins d'intensité, plus ou moins d'énergie sur quelque chose ou sur l'autre, en fonction de ce que ça va nous rapporter. En sport, c'est exactement pareil. Vous voyez, en fait, le travail avec Paul, donc Paul Weber, qui me suit aujourd'hui en coaching, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment très smart, c'est qu'il est capable d'avoir une rationalité hyper précise sur qu'est-ce qui va me permettre de le plus progresser. Exemple, il est capable de me dire, en fait, tu as un levier plus grand à prendre 1 kilo de poids de corps plutôt que à progresser en course. Pourquoi? Parce que la course, par exemple, va me permettre de progresser en cardio, mais les études sur les crossfitters montrent que si tu prends 1 kilo de poids de corps en plus, ça va te permettre en moyenne sur les différents WOD de gagner plus de points parce que tu vas moins subir les barres, parce que tu vas être capable de plus te déplacer en gymnastique, être plus fort, etc., etc. Et donc, en fait, c'est toujours ce truc-là. Est-ce qu'il vaut mieux progresser en cardio ou est-ce qu'il vaut mieux prendre 1 kilo de poids de corps? Est-ce qu'il vaut mieux prendre en force ou est-ce qu'il vaut mieux faire du cardio, etc., etc. Et ce truc-là, je prends l'exemple du sport, mais c'est exactement pareil en business. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans le SEO ou est-ce qu'il vaut mieux investir dans le referral? Bref, vous avez compris l'idée, je pense. Mais c'est vraiment ce truc de identification des leviers qui me semble être fondamental parce que souvent, on va avoir tendance à. Donc, on peut parler de priorité aussi, en fait. Mais en fait, on va avoir tendance à avoir 1000 priorités en même temps. Et donc, en fait, si on a trop de priorités, on n'en a pas, par définition. Donc, on gagnera dans notre vie, et je dis nous parce que c'est aussi valable pour moi, à être extrêmement discipliné, à identifier quelle est la source de levier le plus important dans notre vie. Et c'est pareil, par exemple, pour les finances personnelles. Est-ce que c'est plus intéressant de mettre all-in sur les crypto-monnaies, levier x 100, ou est-ce que c'est plus intéressant de mettre un petit peu partout, dans des ETF, etc. Enfin, voilà, c'est toujours cette logique-là de se dire où est l'effet de levier le plus simple et le plus facile à aller chercher, qui va m'apporter le plus de résultats. C'est ça l'idée. Ça, c'était le premier point. Je rentre pas plus dans le détail parce que sinon, ça va faire un podcast de 3 heures, donc je suis pas sûr que vous ayez envie de ça. Déjà que ça va durer un petit moment, accrochez votre ceinture parce que je pense que ça va durer un petit moment. Le deuxième point, et ça, c'est un point que je vais creuser après sur la partie perso, c'est qu'en fait, je crois que ça sert à rien de planifier trop longtemps à l'avance. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je suis quand même, j'aime avoir des hypothèses de vie, savoir où je vais me trouver dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Et je pense que c'est particulièrement important de savoir faire des choix conscients sur où est-ce qu'on vit, par exemple, avec qui on vit, avec qui sont nos amis, etc. Parce que ces choix-là, en fait, l'air de rien, ils sont extrêmement déterminants sur notre vie, en fait, l'air de rien, sur notre niveau de bonheur, sur notre niveau de réussite, sur notre niveau de réussite professionnelle, personnelle, etc., etc. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que on peut avoir des hypothèses. En revanche, je crois que ça sert à rien d'avoir un plan ultra stratégique dans 5 ans parce que hop hop hop, je vous arrête une seconde, cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent, tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît, et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. Si je prends de mon exemple sur le cas perso, sur le cas pro plutôt, avant de partir donc à Montréal il y a quasiment 1 an du coup maintenant, je quitte Spendesk, mon ancienne boîte, et je sais pas ce que je vais faire. Je sais juste que je vais me mettre à mon compte. Je me suis dit, je vais intervenir dans des organisations sales. Peut-être que je vais trouver un taf sur Montréal en tant que commercial ou autre. Peut-être que je vais intervenir à droite à gauche en freelance sur du consulting sales ou en formateur sales, donc commercial pour ceux qui ne parlent pas. Mais pour autant, j'avais pas de certitude en fait. Et en fait, l'opportunité de bosser dans le cercle des marchands de biens, où ça fait du coup quasiment 1 an que je bosse là-bas, puisque j'ai commencé au 1er avril, s'est présenté à moi et m'est tombé un peu comme ça, quoi. Et ça, je l'avais pas prévu et c'est un peu inanticipable finalement. C'est un concours de circonstances qui fait qu'à un moment donné, il y a un besoin dans l'entreprise de mise en performance et que moi j'ai les compétences et donc ça marche bien en termes de culture, on s'entend bien avec les mecs et puis ça roule bien, quoi. Et en fait,
Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je crois qu'il y a un moment donné où il faut croire en la vie. Ça fait un peu hippie, chaman, et cetera, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire: «Il faut se créer le plus d'optionnalités possible». C'est ça un peu le sujet. Se créer des optionnalités possibles, donc développer vos compétences, techniques, métiers, et cetera, pour en fait avoir le maximum de code à votre arc. Ça peut être de développement d'un média, par exemple, que je fais avec Système, qui vont en fait générer des opportunités pour vous et en fait, plus vous aurez des optionnalités, plus vous aurez des possibilités de choix, conscientes du coup, et volontaires, plus ça va vous donner des hypothèses possibles, plus possiblement réalisables. Et ça, c'est stylé. Parce que bah, ça veut dire qu'en fait, je rentre aussi en France dans cette optique-là, parce que j'ai une opportunité qui m'est tombée dessus, et donc j'anticipe un petit peu avec ce que je vais vous dire tout à l'heure. Mais c'était un peu ça, quoi, l'idée. Donc, le deuxième point, c'est euh, ça sert à rien de planifier trop longtemps à l'avance. Je pense que plus de 6 mois à l'avance, honnêtement, c'est très compliqué de planifier. Euh, Parce qu'avant d'arriver sur un Montréal, je savais pas si ça allait me plaire pour rester pendant 10 ans. Je savais pas si ça allait me plaire pour rester pendant 2 ans, pendant 1 an et demi, pendant 1 an. J'avais aucune idée, en fait. Et en fait, avant d'y aller, tu peux pas savoir, quoi. Donc, faire des plans sur plus de 2 ans, plus de 6 mois et même plus d'un an, ça me semble hyper compliqué. Donc, pas la peine de planifier trop et croire en la vie. Je crois que c'est les deux trucs un peu avoir vraiment une confiance un peu aveugle en la vie et en le fait de vous créer des opportunités. Ça, c'est mon deuxième point. Le troisième point, ça c'est une réalisation, j'en ai déjà parlé, je crois, dans un des épisodes, c'est d'être capable toujours d'avoir une pensée à deux niveaux. Et je vais reparler de ce point-là juste après, dans d'autres mondes mentaux. Mais il y a toujours moyen de voir une même situation de différentes manières. Je vous donne un exemple très concret. J'ai toujours été hyper angoissé quand je vais aller en date. Parce que autant jadis, j'allais en date, effectivement. Et en fait, j'ai toujours été angoissé. Et même, je dis date, mais c'est aussi en rendez-vous avec des potes, en fait, tout simplement. J'ai toujours été vraiment angoissé, et j'en ai d'ailleurs parlé pendant très longtemps et encore aujourd'hui avec ma psy, heu, à l'idée d'avoir des blancs dans une conversation. Ça peut paraître bête comme ça, mais avoir des blancs dans une conversation, ayant été un peu victimisé, au collège, au lycée, et cetera, surtout au collège notamment, bah, en fait, j'ai toujours un peu le petit intello, et qui dit intello dit, mec pas vraiment, stylé, pas vraiment intéressant, et cetera, et cetera. Et donc, heu quand tu es pas intéressant, tu gardes enfin, tu as l'impression de pas être intéressant, tu tu gui et d'avoir, que le taf dans ta vie aussi, et de taffer comme un ouf. Parce que bon, mes journées de travail, elles sont monstrueuses, quoi, pour la plupart, des mortels. Tout le monde penserait que je suis un peu chelou parce que moi, mon jeu vidéo, c'est j'ai bossé, j'adore ça, quoi, c'est trop cool. Hem Et donc en fait, tout ça pour dire que j'ai toujours peur, encore aujourd'hui, de rencontrer des gens et qui me trouvent pas intéressant parce que je parle que de taf, par exemple, ou parce que je parlerai de taf. Et le fait est que si j'arrive à animer, système et parler avec vous pendant 2 heures, sans pause, tout seul, devant ma webcam et devant mon ordinateur, c'est quand même que j'ai des trucs à raconter, et c'est quand même que j'ai des trucs, que je peux vous partager, quoi. Des idées à vous donner, et quand je parle avec vous, avec certains d'entre vous, il y en a beaucoup qui me disent, que vous me trouvez inspirant. Et donc, je vous le dis en toute vulnérabilité, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette angoisse de me dire, de cette peur de que les gens me trouvent pas intéressant, ou les peurs que les gens me trouvent chiant, pour être très clair. Hem Et donc le blanc, pour moi, et je retombe sur mes pieds, c'est que ça a été toujours quelque chose de très compliqué à gérer. Parce que j'avais peur du blanc, de moments où tu te regardes dans les yeux, tu sais pas quoi dire, c'est hyper gênant, quoi. J'ai lu le livre c'était Green Lights de Matthew McConaughey, donc pour ceux à qui ça parle pas, l'acteur, par exemple d'Interstellar, que j'adore personnellement. D'ailleurs, le bouquin, très, très cool, assez rapide à lire et très cool, je vous le recommande. C'est une autobiographie, vous savez que c'est ce que je kiffe, lire du coup. C'est un peu mon petit plaisir, coupable. Et en fait, il explique que le blanc, ça peut être vu comme la plus grande marque de confiance en soi du monde. Et là, dans ma tête, peut-être que le livre, il parlait pas de ça, mais dans ma tête, je me suis dit: «Mmh, en fait, le truc dont j'ai toujours eu l'angoisse, peut être vu d'une manière complètement différente». Et effectivement, quand j'étais, chez Spendesk, il y a une étude qui a été faite sur mes calls il y a très longtemps de ça, il y a au moins, je pense, 6-7 ans de ça. En tout cas, ça fait vraiment longtemps. Au début de ma carrière de commercial, quasiment. Et en fait, on avait mis en corrélation le fait que je mette des blancs au téléphone quand je prenais des appels à froid, et que je prospectais des gens. Et donc plus je mettais de blancs dans un appel, plus j'avais des chances de conversion, d'appels en rendez-vous. Donc j'arrivais à caler des rendez-vous aux gens que j'appelais. Donc ça veut dire que c'était quelque chose de positif dans cette optique-là. Accrochez-vous, faut me suivre, mais aujourd'hui je suis un peu en mode, éthéré, les chakras ouverts, mais ça va le faire. Donc ce truc-là a été vu de manière positive. Matthew McConaughey avait vu, ce truc-là de manière positive aussi, puisqu'il explique que ça peut être vu comme la marque, ultime de confiance en soi.
Donc c'est pas possible que moi je vois ce truc-là comme quelque chose de pas bien et que eux voient ces choses-là comme quelque chose de positif. Et donc là, quand j'ai percuté sur ça, je me suis dit: «Putain, mais en fait, je dis de la merde, en fait, c'est pas un truc, négatif le fait d'avoir des blancs». Et au contraire, si j'assume les blancs, si je prends le devant en mode: «OK, il va y avoir des blancs et get over it et c'est pas grave et je les assume» et en fait, je transforme ces moments-là de doute où j'ai pas confiance en moi, en moments où je vais, justement montrer que j'ai hyper confiance en moi et bah, c'est bon, j'ai réglé mon problème. Comme quoi, juste le fait de lire un bouquin et de lire une phrase dans un bouquin, ça peut changer totalement votre perception de comment vous êtes, de ce que vous faites bien ou pas bien, comment vous vivez les choses et cetera, quoi. Donc moralité de l'histoire, bah, les blancs ça peut être cool et d'ailleurs maintenant je me considère que c'est cool et puis de toute façon s'il y a trop de blancs dans une conversation avec, quelqu'un, que vous voyez en date ou, un pote, c'est que peut-être que c'est pas la bonne personne tout simplement à avoir. En tout cas, si vous êtes gêné de ces blancs-là, c'est a priori c'est pas la bonne personne. D'ailleurs, petit tips, comment vous savez identifier qui est votre meilleur ami? Et bah, en fait, il y a quelque chose qui est très simple, c'est de dire que, c'est la personne avec qui vous êtes le plus à l'aise qu'il y ait des blancs. Ou que vous préoccupez pas du tout que de savoir quoi dire. Vous allez chercher pas à meubler la conversation, c'est la personne avec qui vous êtes le plus à l'aise. C'est ça votre meilleur enfin, c'est lui votre meilleur ami ou elle d'ailleurs. Le point numéro 4, il explique que, donc là, je suis en train de relire Atomic Habits, que je vous recommande aussi, c'est un classique et cetera. J'en ai parlé la semaine dernière. Hem et donc Atomic Habits explique que, il faut savoir, trust the process, donc avoir foi dans le process et ne pas regarder, le résultat. Plutôt se concentrer sur les habitudes, le système au quotidien, plutôt que de dire, «Je vais courir un marathon en 3h30», et bah, se concentrer sur valider les étapes qui permettent de courir le marathon en 3h30. Exemple, je m'entraîne 4 fois par semaine, je fais, 3 séances d'endurance fondamentale, une séance de fractionné, une séance de sortie longue le week-end. Enfin, tu vois? Se concentrer sur le système en lui-même et le fait de checker, c'est de manière hebdomadaire et quasiment quotidienne en fait, le fait que ce plan d'action-là va amener à une performance, plutôt que de regarder la performance. Et c'est exactement ce que j'ai vécu cette année avec Système, qui a été une année compliquée, charnière mais compliquée néanmoins, puisque en fait, j'avais, si je m'étais concentré sur les résultats de Système depuis le début de l'année, j'aurais arrêté depuis longtemps. Parce que en fait, entre octobre et décembre 2023, on a tapé les 10 000 écoutes, genre hyper facilement. J'en ai déjà parlé, il y a eu un moment où début d'année, 2024, un changement de comptage, des écoutes sur, Apple Podcasts notamment, qui a, fait descendre d'à peu près 30 les écoutes de tous les podcasts, du monde en fait, en moyenne. Plus, différents paramètres, notamment le fait d'aller au Canada, qui fait que je suis plus référencé, sur Apple Podcasts, en France, qui font que, in fine, on a tombé à un moment donné où vers les législatives, je crois que le plus bas que j'ai fait, c'était 4 000 écoutes par mois, ce qui est vraiment c'est toujours OK pour un podcast, mais c'est pas du tout dingue dingue, surtout notamment dans le fait que j'avais fait mieux avant. Et ça, c'est super dur parce que quand tu fais très bien fort d'un coup, par rapport à différents podcasts français et qu'ensuite, bah, tu descends, ça fait super mal. Parce que tu te remets tout en question, tu te dis: «Qu'est-ce que j'ai fait différemment? Est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que les thèmes, ce que je les ai bien choisis? Comment est-ce que je peux me reconcentrer sur différents thèmes? Qu'est-ce que je peux mettre en place en plan d'action pour réaugmenter les écoutes?» et cetera et cetera. Et en fait, si j'avais regardé ce truc-là et que j'avais aussi regardé mon compte Instagram en parallèle, qui, est passé de genre 5 000 abonnés à 15 000 abonnés en l'espace de même pas 2 mois, et qui a stagné en fait à 15 000 jusqu'à décembre, et ben en fait, ça aurait été hyper compliqué, quoi. Parce que j'aurais regardé que le résultat et pourtant, j'ai continué à publier, 5 réels par semaine quasiment toute l'année. J'ai fait des dépenses qui sont assez importantes sur le podcast, c'est vraiment un investissement. J'ai continué à recorder des interviews avec des gens, passionnants et passionnés. Enfin bref, j'ai continué à me concentrer sur le process. Tout ça pour dire que si j'étais, concentré sur, le fait d'avoir, continué le podcast, juste par le résultat, bah, j'aurais arrêté, quoi. Concrètement, parce que pour vous donner un peu les chiffres, je les ai mis de côté en termes de coûts. Il y a toujours des frais de recording sur un studio, donc c'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 150 € par, épisode, recordé en studio, si on fait qu'une seule heure. Si on fait plus, bah, c'est 2 fois plus, forcément. Hem, L'agence personnelle, donc vous savez, les réels que je fais sur Instagram avec un fond vert ou un fond bleu, ça c'est, 4 500 € pour, 20 réels, ce qui est quand même un vrai budget. J'avais aussi, à un moment donné, je m'étais fait accompagner par une agence qui s'appelle Numadeo pendant, plusieurs mois, sur la partie, création de contenu, sur le plan, marketing et cetera. Et donc ça, bah, c'est quelque chose qui a été facturé, 4 500 € aussi.
Il y a tout le coût logiciel aussi, je l'ai estimé à peu près à 700 € par mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, sur un an, bah, vous faites vite les calculs. Si bien que, finalement, tous ces coûts, bah, accumulés, c'est un vrai gouffre financier. Parce que c'est pas, les 2 sponsors que j'ai eu l'année dernière, donc, en l'occurrence, j'ai eu un sponsor, courant de l'été, que j'ai facturé 1 500 € et un autre sponsor, à la fin de l'année que j'ai facturé 3 000 €. Ça va pas absolument pas couvrir, les frais que j'ai pu engager, sur Système évidemment, notamment au vu du travail que ça me demande parce que j'ai envie que les sponsors soient vraiment récompensés, de vraiment jouer le jeu, que ça soit vraiment rentable pour eux et leur donner envie en fait de travailler avec d'autres créateurs de contenu, que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes. Parce que je trouve que c'est hyper important en fait, et de jouer le jeu en fait de la visibilité, que eux croient en des petits entre guillemets «créateurs de contenu» si je compare à des gros créateurs de contenu sur YouTube par exemple. Et donc pour moi c'était important de faire ça, mais si on met en regard ce que ça me rapporte versus ce que ça m'a coûté, cette année, et je vous donne pas tous les coûts évidemment. Là c'est entre guillemets «les plus gros coûts», parce que j'ai aussi, quelqu'un qui m'accompagne sur la création de médias, toutes les semaines. Donc il y a plein de coûts en fait qui s'ajoutent, à ce que je vous ai dit. Bah, si vous faites le calcul, c'est pas du tout rentable. Je suis en train de creuser ma tombe, mais en fait, je prends le pari que sur le long terme, je me concentre uniquement sur mon système, sur, ce que ça va me rapporter, sur le média, la création de mon média personnel sur, le long terme. Et puis aussi, évidemment, j'y trouve d'autres avantages. Le fait que toutes les semaines, vous m'envoyez des messages en disant que 2024, je vous ai trop motivé, je vous ai inspiré, je vous ai, motivé à arrêter l'alcool, je vous ai motivé à faire du sport, à faire les 10 000 pas par jour, en tout cas peut-être 9 500, mais bref. Vous voyez, je reçois tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais quasiment toutes les semaines, au moins un, 2, 3 ou 5 messages, de soutien au podcast et puis de remerciements. Et ça, en fait, c'est la plus belle chose que je peux recevoir parce qu'en fait, ce truc-là, je le fais surtout pour ça, quoi. Pour peut-être participer, non pas de manière politique à la société, mais pour peut-être mettre une pierre à l'édifice en disant, bah, les gens se prennent la tête sur, des systèmes de diète, sur, des systèmes de comment est-ce que je peux être mieux dans ma vie en termes de morale et cetera. Et ben, en fait, si je peux participer un tout petit peu à ce truc-là, fine, j'ai joué mon rôle et c'est parfait et c'est exactement ce que je veux. Donc voilà, tout ça pour dire, je clôture ce point-là, mais pour vous dire que 2024, si vous lancez des projets, notamment si vous êtes à votre compte, si vous lancez votre boîte, si, je sais pas si vous êtes libéral ou quoi que ce soit, il y a des moments où vous allez avoir la tête dans le seau. Vous avez l'impression qu'il y a rien qui avance, que c'est galère, que, il y a rien qui va comme vous voulez, que les résultats sont pas là, et cetera. Et je peux pas vous dire même si système ça va être rentable sur le long terme, parce que j'en suis pas encore là et c'est pas non plus l'objectif pour être tout à fait honnête. Mais ce que je peux vous assurer c'est que cette année, j'ai aidé trop de personnes, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai fait des interviews qui m'ont passionné parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont appris plein de trucs. Et en fait, le pari du début de système de dire: «Je m'entoure de personnes», enfin, j'ai un prétexte pour pouvoir contacter des personnes qui sont passionnantes et passionnées, qui vont me stimuler, qui vont me donner la boule au ventre à la sortie de la conversation, et bah, clairement, c'est rempli, quoi. Et donc tous ces trucs-là me font dire que en fait, système, c'est une réussite. C'est une réussite, pas financière pour l'instant en tout cas, et encore une fois, c'est pas l'objectif, mais c'est une réussite par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Mais au jour le jour, toutes les semaines, je me dis: «Mais est-ce que je continue, quoi?» Toutes les semaines, je me dis: «Est-ce que ça vaut le coup que je pose un épisode de plus?» Toutes les semaines, je me dis: «Putain, mais quand même, j'ai niqué tous mes dimanches depuis 2 ans, quoi». Donc c'est quand même, engageant, pour moi et pour mon entourage évidemment, parce que, bah, tous les dimanches soirs, je suis en train de monter comme un ouf, tous les dimanches soirs, je suis en train de faire mes petites descriptions, YouTube, lundi soir, je suis en train de faire ma newsletter, je suis en train de faire mon article de blog parce que vous retrouvez maintenant désormais les amis, les notes de l'épisode sur la partie blog, donc système.co/blog. Et je continue de faire la pub, abonnez-vous sur Instagram, et cetera, et cetera. Sur la newsletter aussi, je pense que c'est là où je pense que c'est le média qui me semble le plus pertinent, si vous voulez, avoir une couche additionnelle à Système. Donc système.co/newsletter parce que c'est là où en fait je vais pouvoir dire des trucs un peu plus clivants, pas forcément clivants, mais en tout cas contrariens qui seraient censurés sur les réseaux sociaux pour être tout à fait clair. Et donc où je vais, piquer un petit peu plus et là où je vais parler peut-être un peu plus, peut-être politique, peut-être, politique au sens large, pas de manière partisane, en tout cas, prendre des positions un peu fermes sur, la santé mentale masculine, des choses comme ça. Bref, sur ces sujets-là, je vous laisse vous rapprocher de la newsletter du coup. Je crois qu'on est quasiment 300 maintenant, donc c'est trop cool, c'est trop mignon, mais ça avance vite, donc je suis content. Le, 5e point, c'est qu'il faut essayer au maximum de raisonner en principe premier. Je m'explique.
Le principe premier, ça explique qu'il faut décortiquer le problème au maximum du maximum du maximum. C'est ce qu'on fait avec les méthodes des top performers, les routines et les habitudes des top performers, la vie des top performers qu'on va interviewer ici sur Système. Mais en fait, ça pique partout. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé dans une boîte et que j'arrive dans n'importe quelle boîte, c'est toujours le même système. Il y en a beaucoup qui parlent d'audit. Moi, je mets la tête partout, en fait. Je creuse partout dans le détail du détail du détail. Et je vais vraiment dans le détail de l'opérationnel pour comprendre au maximum qu'est-ce qui se passe profondément, de manière vraiment très opérationnelle. Je mets les mains dans la gadoue, quoi. Je mets les mains dans le moteur, dans les rouages, et je vais voir vraiment dans le détail du détail pour comprendre comment est-ce qu'on peut décortiquer la performance. Et c'est exactement ce que je fais en sport, je fais exactement ce que je fais dans les boîtes que je vais accompagner en performance, donc notamment dans les parties opérations, commerciales, customer success, etc. Et, euh, et ça, je pense que je l'ai retiré de la lecture que j'ai pu faire de l'autobiographie, encore une fois, de Elon Musk. On en parle beaucoup en ce moment de cette personne. Alors, on pense ce qu'on veut de l'entrepreneur. En tout cas, il a le mérite de faire des choses assez incroyables à l'échelle de l'humanité. Et en fait, dans sa autobiographie, il explique que lui, en fait, il a une vision stratégique très macro et il a un sens du détail opérationnel très micro. Il est capable de parler de l'alliage qu'on va retrouver sur une fusée avec des ingénieurs et de manière très pragmatique, quoi. Enfin, en tout cas, rentrer dans le détail, quoi. Il est capable de challenger des gens qui vont développer, par exemple. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et je pense qu'en fait, ce qu'on a tendance à faire quand on arrive dans des nouvelles organisations, des nouvelles boîtes, etc., notamment quand on commence à être un peu plus axé au leadership, on va avoir tendance à voir la stratégie, voir le long terme et être très hors sol par rapport à la réalité opérationnelle. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est souvent ce qui se passe, par exemple, quand on est directeur commerciaux, rejoignent des boîtes. On les voit jamais passer des coups de fil, on les voit jamais sur des rendez-vous, on les voit stratégiser, définir des KPIs, donc des indicateurs de performance, mais on les voit jamais rentrer dans le vif du sujet, quoi, sur le terrain. Et je pense que ça mérite d'être fait et c'est, je pense, important de le faire. En tout cas, d'aller vraiment dans le détail du détail du détail, pas forcément en customer facing, donc en interaction client, mais au moins dans le détail des process, des méthodes, des entraînements, comment est-ce que des scripts, par exemple. Et c'est d'ailleurs aussi ce que dit Ormodi, je trouve. Donc, comme vous le savez, j'ai écouté pas mal de ses vidéos récemment. Il a fait une excellente vidéo sur la partie commerciale et il explique ça. En fait, il est capable de challenger des scripts de commerciaux juniors, comme il est capable de donner une direction stratégique à très très long terme. Et ça, je trouve ça assez merveilleux. Donc, la conclusion là-dessus, c'est décortiquer, raisonner en principe premier et essayer de décortiquer au maximum du maximum les sujets pour comprendre qu'est-ce qui fait la performance. Et encore une fois, si je reprends une autre image, euh, le métier de commercial, c'est prendre son téléphone, prendre des meetings. Donc si tu réfléchis comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu commences à décortiquer OK, ça c'est mon intro de call numéro 1, ça c'est mon intro de call numéro 2, mon agenda, je dis tel mot à tel moment, telle minute, est-ce que je pourrais pas dire tel mot à telle minute? Enfin bref, si on décortique dans le détail du détail du détail de comment est-ce que je peux optimiser le truc, forcément ça devient extrêmement stimulant intellectuellement et ça donne la profondeur et du sens à ce qu'on va faire opérationnellement. Le métier de marchand de biens, donc que je connais un petit peu maintenant, c'est acheter et vendre des biens immobiliers. OK. Mais par contre, si tu en restes là, a priori, c'est simple, quoi. Par contre, si tu commences à te dire, OK, là, quels sont les critères pour, je sais pas, travailler avec une agence immobilière? Est-ce qu'il vaut mieux, oui ou non? Est-ce qu'il faut mieux que je retrouve un recrutement en interne pour pouvoir faire de la commercialisation? Est-ce que si j'optimise de cette manière-là, enfin bref, on peut décortiquer à fond tout le cycle de vie d'une opération, toute la manière de gérer une entreprise de marchand de biens. Et c'est par ces micro-rouages, ces micro-optimisations qu'on va in fine atteindre 0,1% de performance, 0,2% de performance, 1% de performance et gratter du coup de la marge à la fin, quoi. Et c'est ça qui est important, je pense, d'avoir. Et c'est pareil pour tout, en fait. C'est pareil pour tout. Le sixième principe, c'est, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, ça fait un petit moment maintenant, c'est ce qu'on appelle l'inversion thinking, donc la pensée inversée. Et je vous le fais rapidement parce que j'en ai déjà parlé, mais c'était un principe qui a été créé par Shai Munger, pour ceux à qui ça parle. Et en gros, c'était de se dire, de poser le théorème inverse de ce que vous voulez atteindre. Je m'explique. Au lieu de dire comment est-ce qu'on fait pour réussir, eh ben, en fait, on va se dire comment est-ce que je fais, qu'est-ce qui me ferait échouer. Exemple, si je prends le sport dans mon cas, qu'est-ce qui me enfin, au lieu de dire: «Comment est-ce que je vais faire pour réussir?» Donc, mais imaginons là, je vais me qualifier donc, à une compétition dans 5 semaines. Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas le sujet du moment. En gros, j'ai une qualification à une compétition dans 5 semaines. Je sais pas ce que je vais avoir comme épreuve à faire pour pouvoir me qualifier et donc au lieu de me dire: «Qu'est-ce qui va me faire réussir ces épreuves-là?» Je vais me poser la question: «Qu'est-ce qui pourrait potentiellement me faire échouer ces épreuves-là?» Bah, ça serait d'avoir,
pas accès à une salle de sport, ça serait de pas avoir un bon sommeil, ça serait de mal manger peut-être la veille, d'être stressé, ça serait d'être fatigué particulièrement, donc peut-être le week-end d'avant, faut peut-être que je me repose. Ça serait d'avoir un mauvais rythme d'exécution sur mes mouvements, partir trop vite, ça serait peut-être de partir trop lentement. Enfin bref, je vais essayer de voir plein d'idées comme ça qui vont, où je vais brainstormer, où je vais, essayer de faire germer du coup, qui vont me permettre de donner des indications de ce que je devrais pas faire. Et donc, par le fait de savoir ce que je dois pas faire, bah, ça va me donner ce que je dois faire, in fine. OK? Je rentre pas plus dans le détail parce que je pense que l'idée est assez simple, hein, je pense que pour tous les problématiques, que vous pouvez avoir qui sont assez grosses et qui méritent de se poser, ça peut être intéressant de passer par ces processus-là et je trouve globalement que, on est beaucoup dans l'opérationnel, on a beaucoup la tête dans le guidon, on fonce, on fonce, on fonce dans l'exécution, globalement quand on est dans des bots en performance. On a assez peu de temps où on se pose pour réfléchir. Et je pense que là où j'ai vraiment débloqué la performance de système, du coup, cette année, c'est quand, un soir, je vous en ai déjà d'ailleurs parlé dans un épisode il y a quelques temps, quelques mois, je me suis posé avec ChatGPT et j'ai parlé pendant genre 2 ou 3 heures, en fait, en mode vocal avancé. Et juste, on a parlé et ça m'a donné vraiment des idées de qu'est-ce que je devais prioriser. Et je reparle sur le sujet des leviers tout à l'heure. Et c'était exactement ça, en fait. J'ai su exactement ce que je devais prioriser en termes de leviers, ce que je devais mettre en place, ce que je devais abandonner, etc. Et donc, ce moment-là où on va planifier, on va réfléchir, je pense que c'est important de le faire. Septième modèle mental, c'est la pensée de second ordre. La pensée de second ordre, c'est qu'une décision, par exemple, peut avoir à la fois un impact direct, mais aussi être capable d'anticiper les répercussions, on va dire secondaires, qui sont plus long terme. Je vous donne un exemple. Dans le cadre de mes performances, il faut que je m'alimente bien, que je m'entraîne bien, etc. Au mois de décembre, je suis rentré en France, donc qui dit je rentre en France dit bah, je dois anticiper le fait. Donc ça a une répercussion directe. Exemple, je vais me taper décalage horaire. Et donc, je vais être jetlagué, peut-être moins performant à l'entraînement. Mais ça a aussi d'autres impacts indirects. Bah, je vais pas avoir de salle de sport pour m'entraîner, je vais peut-être pas dans la meilleure disposition de diète, peut-être pas dans les meilleures dispositions pour dormir parce que je vais, encore une fois, avoir du mal à m'endormir. Je vais peut-être pas être chez moi non plus, donc pas dans le meilleur setup pour performer, etc., etc. Et donc, en fait, l'idée, ce serait de se dire comment est-ce que je peux anticiper le plus possible pour à la fois anticiper mes impacts direct, donc le fait d'être jetlagué, mais aussi organiser ma vie pour que, en anticipation, je puisse m'organiser de sorte à ce que j'ai accès à une salle de sport, je prenne un hôtel qui peut-être comprenne une salle de sport, etc. Et ça, c'est typiquement des life hacks que je vais partager d'ailleurs dans la newsletter toutes les semaines. Donc voilà, avoir une pensée au second degré, second ordre, du coup, avec conséquences directes et ce que potentiellement pourrait arriver de manière indirecte, si on l'anticipe pas. C'est le septième point, j'enchaîne avec le huitième point. Le huitième point, c'est le Lindy Effect. Pareil, c'est des éléments j'en ai pas parlé de manière frontale comme ça, mais j'en ai déjà parlé un petit peu de manière détournée. Le Lindy Effect, il va expliquer que plus une habitude, elle est ancrée depuis longtemps, et plus on aura du mal à s'en débarrasser, ou elle va être ancrée, et du coup, elle va durer de manière simple et efficace. Je vous donne un exemple. Moi, je me pose jamais la question de est-ce que je vais m'entraîner ou pas. Je pose pas de oui, non. C'est à quel moment je vais m'entraîner. Mais c'est pas, c'est encore, tu vois? Je sais très bien que je vais m'entraîner le matin à 6h30, parce que c'est ancré en moi et je me pose même pas la question de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. C'est comme ça. Parce que ça fait tellement longtemps, depuis que je suis tout petit, que je m'entraîne, qu'en fait, il y a pas de sujet. J'imagine probablement que vous tous, vous brossez les dents, régulièrement, pour ne pas dire 1 ou 2 fois par jour, a priori, et je pense pas que vous vous posez la question de: «Est-ce que je me brosse les dents ou pas?» Ça veut donc dire que cette habitude-là, elle est ancrée en vous depuis longtemps. Ça veut aussi dire que ça marche dans un sens, positif, mais ça marche aussi dans des sens négatifs. Si vous fumez depuis, 50 ans, a priori, ça va être plus compliqué de s'en débarrasser, plutôt que si vous avez, juste commencé à fumer. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la création d'une nouvelle habitude, c'est donc pas facile. C'est pas simple. Il y a différents hacks, différents procédés qu'on peut mettre en place et j'en ai déjà parlé plusieurs fois et d'ailleurs, je pense qu'on pourra en faire un épisode si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Je comptais faire un épisode sur la science de, créer une discipline extrême, quelque chose comme ça. Une manière vraiment avec un point de vue, scientifique. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme sujet. Je suis chaud, balancez-moi en commentaire si ça vous intéresse. La création d'une nouvelle habitude donc, elle est pas facile, elle est pas simple. C'est pour ça que on parle souvent d'accountability, de responsabilisation, de responsabilité et de s'appuyer sur quelqu'un qui permet de mettre en place des choses. Exemple, encore une fois, de la brosse à dents. Euh, Quand vous étiez petit, j'imagine que vous avez des enfants. Vos enfants, est-ce qu'ils ont envie de se brosser les dents?
Donc, alors, je suis pas sûr que vous ayez tous des enfants parce que a priori, entre 25 on a la première audience de système, c'est entre 25 et 34 ans. Bon, a priori, aujourd'hui, on est à 1,2, je crois, enfants par femme en France. Donc, a priori, bon, pas ouf. Pas sûr que vous ayez des enfants. Mais si vous en avez, a priori, ils ont pas trop envie de se brosser les dents. Et pourtant, vous allez dire, ah, attention, Pierre-Emmanuel, il faut aller se laver les dents, on y va, allez, blablabla. Et donc, ils finissent par se laver les dents. Et à force de le répéter tous les soirs, de faire la guerre pour qu'ils se lavent les dents, eh ils finissent par se laver les dents un peu naturellement. Et aujourd'hui, si vous vous lavez les dents, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas envie de vous laver les dents, mais que vos parents vous ont dit, vous allez vous laver les dents. Et donc, vous avez réussi à créer une habitude. Et vous n'avez plus besoin de vos parents aujourd'hui pour créer des habitudes. Et ben, c'est exactement pareil pour tout. On me demande souvent, dans les suivis, par exemple, en diète, bah ouais, mais en fait, aujourd'hui, je vais avoir un suivi et donc je vais pouvoir respecter ma diète et mon plan alimentaire, et cetera. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes plus là? Bah, en fait, plus on va avoir répété de: «Attention, il faut compter comme ça. Attention, là, tu t'es trompé sur le comptage. Attention, il faut mettre la bonne habitude. Attention, il faut prendre en photo. Attention, il faut se peser le matin», et cetera. Bref, plus on va mettre en place des bonnes habitudes pendant, le système diète, du coup, dont je vous ai parlé déjà plein de fois, je pense que vous savez ce que c'est. Hem, Plus ça va être efficace pendant les 4 mois de suivi, plus derrière, en fait, une fois qu'on va arrêter le suivi, vous l'aurez déjà mis en place, ça sera un réflexe pour vous. Et aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, je pèse pas ce que je mange à date, parce que je mange toujours la même chose et donc c'est déjà pesé par définition. Et par contre, moi, je me pèse tous les matins parce que c'est une habitude qui m'est, ancrée, en fait, et qui est comme ça depuis, des années et des années. Et je me pose même plus la question de est-ce que je vais le faire ou pas. Tout ça pour dire que au démarrage, vous avez besoin de quelqu'un pour vous appuyer et pour vous mettre en place une habitude, et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et puis une fois que vous arrêtez le suivi, en théorie, c'est déjà en fait, on vous a tellement insisté pendant le truc, ensemble, que derrière, quand vous arrêtez, c'est mis en place. J'enchaîne du coup avec le neuvième et avant-dernier point. Le neuvième point, c'est la loi du rendement décroissant. Encore aujourd'hui, donc on est, lundi quand j'enregistre, on publie mardi matin à 6 heures maintenant, pour, ceux que ça intéresse. Je trouve que c'est plus simple pour moi et pour vous, au fait, de publier un matin, et le lundi matin, c'était pas possible, donc je me suis dit que le mardi matin, c'était le meilleur moment. Mardi matin à 6 heures, mes petites beautés, dans vos oreilles, désormais. Donc la loi du rendement décroissant, ce matin, donc sur Instagram, j'ai publié encore une fois une vidéo qui explique que, je vois des gens à la salle qui font non seulement n'importe quoi, mais surtout, en fait, qui perdent leur temps parce qu'ils sont sur leur téléphone et ils ont des soi-disant temps de repos, mais en réalité, juste ils se branlent, quoi. Commencez pas à me raconter ma vie, que vous êtes en train de prendre du temps de repos de 3 minutes parce que vous soulevez super lourd. Arrêtez. Vous n'êtes pas Hercule, vous n'êtes pas bodybuilder pro, vous n'êtes pas, powerlifter pro, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Si vous écoutez que vous êtes powerlifter pro, en tout cas que vous avez un niveau très avancé en powerlifting, vous ne considérez pas ce que je vais dire, mais pour autant, je pense que c'est, 99% d'entre vous, bande de petits salopards, ça vous concerne. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a d'ailleurs une très bonne vidéo de Jeff Nippard qui en parle, c'est qu'à la salle de sport notamment, et c'est pareil pour tout encore une fois, en 45 minutes par exemple, on va faire une très bonne séance qui va permettre d'atteindre 80% de progression. Je vous donne des chiffres pipés comme ça, hein, mais c'est pour que vous ayez l'idée. Donc 80% de progression. En rajoutant un quart d'heure de plus, on va atteindre 85%. Et puis en rajoutant, je sais pas, une heure de plus, on sera à 90. Sauf que nous, notre métier, c'est pas d'être athlète pro en fait. D'accord? Notre métier, c'est d'être, bon, je sais pas, restaurateur, je sais pas, menuisier, enfin tout ce que vous voulez, d'accord? C'est pas d'être, athlète pro, OK? C'est pas ça qui va nous payer, c'est pas ça qui va nous faire vivre, c'est pas ça qui va nous développer pour la plupart d'entre vous. Et donc la question, c'est toujours cette question du fameux compromis. Est-ce que vaut mieux passer une demi heure de plus pour gratter 5 de plus? Ou est-ce qu'en fait, ça nous suffit d'avoir les 80 de la loi de Pareto, qui sont atteints en 45 minutes ou 1 heure? Bah, pour moi, la question, elle est vite répondue parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, moi, je passe de temps à la salle, même si j'adore m'entraîner, et cetera, c'est trop cool, hein. Enfin, j'adore soulever des poids, c'est un bon moment pour moi dans ma journée et j'adore, enfin, je me sens bien dans mes journées où je m'entraîne. Donc, ça, c'est sûr, il y a pas de problème, prenez du plaisir à faire votre sport. Mais, concrètement, il y a d'autres activités qui m'apportent peut-être plus de plaisir, genre, jouer à World of Warcraft. Et si je pouvais passer 0 temps à la salle, je suis pas sûr que je le ferais, pour être tout à fait honnête, parce que c'est vraiment quand même un plaisir de m'entraîner. Mais peut-être que je dirais que 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, en tout cas moins que ce que je fais aujourd'hui. Et donc, tout ça pour dire que, si vous pouvez passer que 45 minutes à la salle au lieu d'une heure et demie pour peut-être, 5 d'écart de différence en termes de performance, bah, faites-le, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une notion d'intensité, il y a une notion d'être efficace à la salle et de pas prendre, je sais pas, 3 minutes de repos alors que vous êtes pas du tout, à votre max en termes de poids et que vous avez pas du tout autant besoin de repos, à ce niveau-là.
Et donc d'être, ouais, efficace, d'avoir un plan et cetera, enfin d'être efficace tout simplement. Et c'est pareil pour tout en business, c'est encore une fois, c'est ce sujet de levier. Il y a plein de choses qu'on va, mettre en place qui vont avoir un énorme impact, qui va gérer 80 du taf. Et en fait, être perfectionniste, ça va demander, je sais pas, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 heures en plus et ça va vous apporter genre 5 de résultats en plus, donc pas intéressant. La loi des rendements décroissants, elle dit exactement ça et donc je vous invite, à vous mettre en tête, parce que c'est un gros piège de l'entrepreneuriat, de cette loi des rendements décroissants et surtout de se dire better done than perfect avec mon super accent anglais, de dire better done than perfect. J'ai forcé, j'avoue. Better done than perfect, ok. Donc mieux vaut fait que parfait. J'ai forcé, j'avoue. Désolé pour vos oreilles. Mais tout ça pour dire que, en gros, vaut mieux avancer et faire peut-être livrer un truc qui est pas 100% optimisé, mais par contre que ça vous ait passé énormément de temps en moins, parce que votre temps il est précieux en fait. Et enfin, le dernier, le dernier point que j'avais envie de vous partager, et c'est un modèle mental issu de Naval Ravikant. Vous savez que j'ai relu son bouquin, l'Almanach, il y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines encore que je l'ai fini. Et c'est vraiment, à chaque fois que je le lis, je me dis, mais putain, mais quel bouquin de fou, quoi. Bref, en gros, il explique que la richesse, le fait de créer de la richesse, c'est un jeu à somme positive. C'est pas un jeu à somme nulle ou négative. C'est-à-dire que quand vous allez créer de la richesse, ça va pas enlever de la richesse à quelqu'un d'autre. La croyance populaire voudrait que quand on gagne de l'argent, eh bien, quelqu'un d'autre en perde. Et en fait, c'est pas la réalité. Quand vous allez gagner de l'argent, c'est une création de valeur. Si c'est une vraie création de valeur, bah, en fait, l'autre personne va apporter, va augmenter sa valeur et vous aussi. Parce que vous allez, par exemple, gagner de l'argent en vendant votre service et la personne qui va acheter considère que son achat vaut plus cher que ce qu'il dépense. C'est le principe de tout. Si j'achète quelque chose, je considère que la valeur achetée, la valeur du truc que j'ai acheté m'apporte plus que ce que je dépense. Donc, je gagne de la valeur, moi. OK? Ce que je vends en contrepartie, pour moi, en tant que vendeur, va avoir plus de valeur que ce que je vends. Sinon, j'aurais gardé les trucs que je vends. D'accord? Ça veut dire que non seulement le vendeur gagne de la valeur, mais l'acheteur gagne aussi de la valeur. C'est donc, dans cette relation, un jeu à somme positive. Et en fait, comme, on est dans un jeu qui est absolument infini, puisque, bonne nouvelle, on peut avoir des idées à l'infini, on peut créer des produits à l'infini, on peut créer, des concepts, des produits, enfin tout ce que vous voulez à l'infini, parce que, bah, on est intelligent et on crée des choses, quoi. Et ben en fait, on est dans un jeu où la richesse, c'est un jeu à somme positive. Donc le fait de devenir riche va en fait rendre riche, riche au sens, de valeur, les gens. Et c'est ça qu'il faut se dire parce que en France, je regarde si j'ai pas de donc il faut vraiment sortir de cette optique où on a un gâteau qu'on va diviser et si je vends un truc à quelqu'un, on va enlever une part de gâteau. Bah non. En fait, le fait de créer de la valeur, de créer de nouveaux produits, créer de nouveaux services, ça va juste rendre le gâteau plus gros. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, on a toujours cette idée de, si par exemple Bernard Arnault devient plus riche, je perds de l'argent, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que si LVMH crée un nouveau produit, LVMH va gagner de l'argent et puis les personnes qui va acheter ce produit va gagner en richesse, de valeur parce que cette personne-là aura considéré que cet achat le rend plus riche en termes de valeur. J'espère que vous m'avez suivi, mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut qu'on arrête à un moment donné, en France, d'avoir la haine des riches. C'est chiant ce truc-là, vraiment un vieux truc qui revient tout le temps. Et je crois qu'il faut qu'on arrête ce truc-là, quoi. C'est plus à la mode, en fait. Personne ne nous berne plus. C'est comme les inégalités salariales, c'est comme tout ça. Je crois qu'en fait, c'est des concepts en fait qui ont été popularisés il y a des dizaines d'années et qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et je pense que tout le monde a gagné en esprit critique. Et c'est trop bien parce que ça, c'est la bonne nouvelle des médias sociaux, c'est la bonne nouvelle de la création de contenu, c'est la bonne nouvelle de ça. Ça a permis de déguiser un petit peu, je pense, une certaine partie de la population à minima sur cet esprit critique. Et je crois qu'il faut qu'on garde ce truc-là, quoi. Il faut qu'on arrête, je crois, de jeter des pierres à ceux qui portent le pays, en fait, tout simplement. Parce que par définition, ils payent 1000 fois plus d'impôts que la plupart de la population. Et donc, c'est eux qui font tourner la mince économie française, puisque si la France était dirigée comme une entreprise, eh bien, on serait en faillite depuis
très longtemps. Voilà. C'était tout pour ces 10 modèles mentaux. Deuxième catégorie, c'est la partie sport, du coup, cette fois. Sur la partie sport, donc, je rappelle mon objectif. Mon objectif, c'est de me qualifier à une compétition internationale de CrossFit d'un bon niveau. Donc, j'ai fait les Wodapalooza, donc c'était une des grosses compétitions. Il y en a deux, trois grosses compétitions comme ça au monde. Donc, je me suis fait étendre. Je vous laisse regarder le dernier épisode de Road to the French. Et là, donc, je suis inscrit au French Throwdown. Throwdown, donc le contender français, si je fais la traduction. Donc, c'est dans 5 semaines. Et donc, pour ça, je me suis fait accompagner. J'ai mis en place un système du coup d'entraînement sportif, sachant que j'ai déjà un niveau qui est quand même avancé, on va dire, en CrossFit, puisque je suis dans le top 10% au monde à peu près. Donc, ça fait top 100 en français à peu près, quelque chose comme ça. Enfin, j'étais à l'époque. Et donc, c'est tout l'objet de ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, là, je fais que rattraper le niveau que j'ai perdu. Donc, c'est un peu frustrant, mais ça prend des mois et des mois, hein, parce que l'année dernière, j'ai eu la bonne idée de courir, donc de perdre 15 kilos, et donc forcément perdre aussi du muscle. Mais j'ai couru vite, donc c'était cool. Mais par contre, pour le CrossFit, c'était pas la meilleure idée. Bref, je me suis entouré d'un coach à la fois sur la partie diète, mais aussi sur la partie mobilité, donc étirement, entretien de soi, bien-être, etc., habitude de vie, et sur la partie sportive, évidemment. Et donc ça a créé le fait que je suis en train de progresser de manière assez importante en CrossFit. Et donc, comme je vous le dis, je mets en place un objectif, je mets en place le système qu'il faut. Donc, j'entraîne à peu près 6 jours sur 7 avec 2 sessions par jour. Du coup, une à 6h30 le matin et une à peu près à 18h. Et donc, ça fait un sacré volume d'entraînement. Je ne sais pas si je pourrais le tenir pendant plusieurs années. En tout cas, pour le moment, l'objectif, c'est dans 5 semaines. Et donc, je donne tout ce que je peux pour l'atteindre. Ça passe aussi par un accompagnement en diète. Parce que comme vous l'avez compris, en CrossFit, il n'y a pas de catégorie de poids. Donc, il s'agit d'être un peu lourd. En gros, ce qui explique que mon coach est en dessous de 90 kg, n'existe pas. Sauf que moi, je fais 1m74. Donc, il faut quand même avoir une sacrée masse, quoi. Être plus carré que longiligne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il fallait quand même que je prenne du poids, que je reprenne du poids. Je suis parti à 78 kg. Là, je suis à peu près à 85 après. Et il faut que je monte encore un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, pour pouvoir continuer à soulever des grosses barres et non pas des grosses daronnes. J'enchaîne du coup, le tonton Boff est de sortie. Dans une optique de performance et de compétition, l'objectif c'est de pousser le curseur au maximum de performance et donc d'essayer d'aller au maximum du niveau de récupération qu'on est capable de faire. Et donc ça veut dire que vous voyez venir, je me suis blessé. Pas forcément blessé, mais en tout cas j'ai eu des tendinopathies qui sont apparues un peu partout dans mon corps sur le dernier mois, on va dire. Je pense notamment lié aussi au déplacement en France, etc., etc. Peut-être un moins bon sommeil, enfin bref, à différents éléments, et puis au fait que je m'entraîne beaucoup aussi, hein, donc voilà. Même en optimisant la récupération, le mode de vie, etc., c'est vrai que en fait, il y a des choses qui se sont passées en termes de, tu vois, j'ai des petites douleurs un peu partout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, sur la recommandation du coach, un deload. Donc, j'ai baissé les poids. On a mis en place tout un système de récupération. Depuis le début de l'année, c'est, je pense, la grosse habitude que j'ai mis en place cette année. J'ai repris à faire de la mobilité parce qu'avec mes 31 ans, je suis un peu un vieux papy. Et donc, j'ai commencé à sentir un peu que j'étais un peu rouillé sur certaines positions. J'avais perdu en mobilité. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je consacre du temps de mobilité tous les jours et pour m'entretenir. Et effectivement, je fais ça depuis 3 semaines et j'ai plus mal nulle part. Donc c'est un peu magique. Et puis, du coup, ça me fait du bien. Donc je vais continuer ça, je pense, sur toute l'année. Enfin bref, tout ça pour vous dire que sur la partie sport, on est à une échéance à 5 semaines. Donnez-moi de la force en commentaire là sur Spotify, sur YouTube ou quoi, enfin peu importe où vous me regardez. Donnez-moi de la force parce qu'il en faut. Je suis hyper chaud, je suis hyper motivé, j'ai hâte de vous montrer ce que ça va donner. A priori, si j'ai regardé les scores des années précédentes, je serais vraiment dans la tranche basse de qualification, donc ça devrait potentiellement le faire. Mais après, on peut jamais anticiper le niveau d'année en année, donc on va voir ce que ça va donner. Et le niveau est vraiment très 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 élevé, donc on verra ce que ça donne, quoi. Donc ça, c'est pour la partie sport. Donc là, je suis focus, je délivre, et puis on donne tout ce qu'on peut jusqu'au moment où je vais rentrer en France au mois d'avril, parce que à partir du moment où je vais rentrer en France au mois d'avril, c'est peut-être là où je vais me faire ouvrir, parce qu'on va vraiment beaucoup bosser. Et j'ai expliqué ça justement maintenant, du coup, pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc la grosse annonce de ce podcast, c'est que effectivement, je rentre en France au mois de mars. Donc on n'a pas encore arrêté la date, mais ce sera aux alentours du 20 mars, quelque chose comme ça. C'est une super bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. Je pense que je ferai évidemment un épisode sur les 1 an du Canada, un peu mon retour d'expérience plus en détail. J'en avais déjà fait un sur les 6 mois, les 6 premiers mois. Et je pense que j'ai d'autres trucs à vous dire pour agrémenter ça, peut-être conclure un peu sur cet épisode canadien. C'était un super épisode et je suis extrêmement heureux de l'avoir vécu. Quelqu'un dans mon entourage très proche a mis exactement les mots que j'avais en tête sur cette expérience-là. C'est
être à l'étranger, c'est bien en vacances. Et en fait, quand on part du pays, on se rend compte de notre patrie, père, patrie, on se rend compte qu'en fait, c'est quand même pas mal la France. On est un pays de ouf. Bon, les Français sont des râleurs, c'est des rebelles, et cetera. Donc c'est une super bonne nouvelle, à la fois parce que pour les raisons pour lesquelles je rentre, mais aussi pour d'autres projets comme Système, par exemple. Pourquoi c'est une très super bonne nouvelle? Parce qu'en fait, je rentre parce que j'ai une proposition professionnelle qui me je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que c'est pas encore signé officiellement et cetera, donc je peux pas me porter la choucroumoune comme on dit, mais c'est une très belle opportunité professionnelle. En gros, la boîte avec laquelle je travaillais depuis 1 an, m'a fait une proposition de m'internaliser et de passer en CDI en gros. J'avais dit que je reprendrais pas de CDI avant d'avoir trouvé une super belle équipe et une super belle opportunité, parce que vous le savez, moi ce qui me fait vibrer, c'est d'apprendre des trucs, c'est d'avoir une belle équipe, sur laquelle on tabasse un projet et je crois que j'ai trouvé une très belle équipe, une très belle ambiance et exactement une boîte comme je l'aime. Et donc, je suis hyper content de retrouver ça en France parce que j'avais un peu perdu espoir de retrouver un CD qui me plaît vraiment et qui me fait vibrer et qui me donne la flamme un petit peu. Et l'équipe est vraiment, vraiment trop bien. Et donc, j'ai trop hâte de continuer à faire parce que c'est ce que je faisais déjà en fait. Mais j'ai hâte de vraiment rentrer dans le game encore plus fort, de rentrer en France et d'aller continuer à accélérer sur cette partie-là. Ça, c'est pour la partie pro. Après, sur la partie système, on va pas se mentir, avoir un podcast qui n'est pas en France, en tout cas pas à Paris, en tout cas qui est à Montréal, sans avoir de réseau et d'être de Montréal à la base, c'est pas simple. C'est pas simple parce que les gens sont pas ici en fait. Les gens ils sont à Paris en général, en tout cas en France, mais notamment à Paris. Et c'est vrai que pour organiser un enregistrement studio, pour aller déjeuner, et bah quand tu habites sur le lieu où se passe l'action, c'est tellement plus simple pour tisser des liens, pour rencontrer des gens, pour parler. Et ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que c'est vrai que les épisodes en studio, euh, en termes d'impact, à la fois sur les réseaux, sur les publications, ça n'a rien à voir. Mais aussi, en fait, en termes de création de liens avec l'invité, ça n'a rien à voir. J'ai fait un épisode avec Sean de Upside Strengths. Il y a c'est quelques temps, qui n'est pas encore sorti. J'ai fait un épisode avec Maxime Frost que je vous sors la semaine prochaine. Donc, on a décroci tout le sujet du froid, de la tolérance en froid, de pourquoi il faut s'exposer au froid. Bref, la semaine prochaine, ça sort, ça va être tout chaud, ça va être trop, trop stylé. Un épisode de pépite que je vous recommande d'écouter du coup. Euh, on a fait un épisode avec Nevin Barnett de Bayesian, du coup, qui était vraiment un super épisode que j'ai pas encore sorti encore une fois et d'autres interviewés que je vais vous sortir dans les semaines qui viennent. Tout ça pour dire que ces épisodes-là sont faits à distance. Et alors, autant j'ai hyper bien accroché avec les personnes avec qui j'ai enregistré, autant je sais qu'en fait, si je les avais vus en vrai, ça aurait eu un impact tellement, tellement plus puissant. Alors oui, ça me coûte de l'argent, etc., de recorder en physique à chaque fois, mais en fait, ça a une visibilité de fou. Sur les réseaux, c'est hyper rentable. Et puis surtout, c'est tellement moins galère aussi, putain, à gérer en fait en termes de production. Parce que en fait, un épisode en studio, genre juste, je mets un peu, enfin, je fais un petit peu de montage en 2 secondes, je le publie, terminé, j'appuie sur le bouton, c'est fini quoi. Tandis que vous avez vu la semaine dernière, j'ai pété un câble en fait sur le recording solo parce que je processe la chanson et en fait le logiciel que j'utilisais me disent bah je suis désolé, il y a eu un petit problème, etc. Bah ouais, mais mec, ça fait 3 épisodes où il y a eu des problèmes à distance. Quand tu recordes à distance, c'est pratique parce que tu peux interviewer un mec qui est à Bali en distanciel. En revanche, bah t'es exposé aussi à ils te tiennent par les reins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si le son processe mal, que c'est un son qui est tout grésillé, tout éclaté, s'il y a un morceau qui coupe comme avec Fanny Nussbaum, que j'avais adoré l'épisode, mais en fait, il nous manque 20 minutes de l'épisode, et bah, t'as le seum en fait. T'as trop le seum, et c'est comme ça, tu peux rien y faire. Tout ça pour dire que pour le développement d'un média, pour le développement de systèmes, etc., je pense que vraiment le retour en France va être game changer. Ça va tellement me libérer, me faciliter la vie, à la fois en termes d'exécution, et puis à la fois en termes de création de réseau, et donc d'avoir des beaux invités, avoir accès à des gens, tu vois. Je vous donne un exemple. Je suis en discussion avec Avner Perez de Road to Science. Je pense que c'est typiquement un top performer. Je pense que c'est typiquement une personne qui a énormément de choses à nous apporter, tant sur sa relation avec l'alcool, tant sur sa relation avec différents projets, sur la musique, sur le sport, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui touche à plein de choses. Ce mec-là, c'est typiquement un invité pour système. Sauf qu'en fait, je trouve ça trop dommage de l'interviewer à distance. Et j'ai trop envie de l'avoir en studio, en fait. Et c'est pareil pour plein de gens, en fait, que je sais que à Paris, je pourrais les avoir sous la main. Développement de l'endurance, par exemple, je pense à d'autres personnes. Je les aurais sous la main, mais là, le fait est que je les ai pas. Et donc, c'est dommage, quoi.
Bref, tout ça pour dire que je vais essayer de optimiser au maximum le recording des épisodes en présentiel à Montréal avant de partir. Et après, je serais très content de retrouver des présentiels à Paris, sans bien sûr abandonner totalement le distanciel, mais je trouve que je vais quand même essayer de prioriser le présentiel, surtout qu'on n'a pas non plus tant d'épisodes en présentiel avec des interviewés que ça par an. Je vais faire une vingtaine d'invités par an, donc c'est pas si énorme que ça non plus, quoi. Voilà, j'ai un peu digressé, mais je pense que vous avez compris en termes d'exécution et en termes de rapport à l'invité que c'est beaucoup plus cool. Enfin, ça va être trop bien de revenir en France, en fait, tout simplement. Et le dernier point pour conclure cet épisode sur une touche positive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je crois qu'à un moment donné, en fait, il faut croire en la vie, se faire des optionnalités, c'est ce que je vous disais, mais surtout croire dans le fait qu'il va se passer des trucs et que tu n'as pas le contrôle et que tu peux essayer d'optimiser, de créer des options le plus possible, mais à un moment donné, je crois qu'il faut juste croire en la vie. C'est pas en l'air que je vous dis ça, c'est que il y a un an, j'aurais jamais eu pensé que j'aurais eu cette opportunité professionnelle. Et il y a encore 3 mois ou 2 mois, j'aurais jamais pensé, mais il y a même un mois, j'aurais jamais pensé que j'aurais l'opportunité professionnelle pour laquelle je rentre en France. Donc je savais absolument pas, il y a encore un mois, que j'allais rentrer en France. Et je savais que j'allais rentrer peut-être en octobre prochain, mais j'aurais jamais pensé que je rentrerais en mars. Et en fait, il se passe des trucs dans la vie et tu as pas le contrôle. Le seul truc que tu contrôles, c'est le développement de tes compétences pour être le plus performant possible dans ton environnement professionnel, le plus coachable possible, avoir les plus soft skills le plus développé possible pour que on se crée des options, des cartes à jouer. Et ça passe notamment par le développement de tes compétences sur le début de ta carrière, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours au démarrage de ta carrière, investis dans tes compétences. Et puis à la fin, tu récolteras l'argent. Mais pour l'instant, au démarrage, il vaut mieux juste essayer de tabasser sur le fait de grinder, choper max de compétences pour que, in fine, on pense à toi de ah tiens, qui c'est ce que j'ai envie de recruter en commercial. Paf, on pense à PE parce qu'il est hyper fort en commercial. Ah bah tiens, pour optimiser la performance commerciale d'une boîte, tiens, on pense à PE et hop, on le met là. Et puis de fil en aiguille, bam, 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 bam. Et puis en fait, on lui donne des opportunités professionnelles. Et ça, c'est trop bien parce que ça te donne des options. En revanche, je crois qu'il faut croire en la vie, de se dire, bah, si je fais ce qu'il faut, si mon système il est optimisé, si je continue à développer mes compétences, si je continue à faire ce qu'il faut, et ben en fait, il va se passer des trucs. Il y a des trucs qui vont tomber, je crois que c'est tout pour cette semaine, mes petites beautés. Donc, vous avez vu, ça a duré pas très très longtemps finalement, deux autres parties. Je voulais quand même vous partager des contenus un petit peu plus théoriques et un petit peu type apprentissage, parce que vous le savez, c'est important pour moi de transmettre des éducations, des savoirs, des choses comme ça. C'est pour moi la raison d'être de système. Vous partagez un peu ce que j'ai en tête, mon journal de bord. Mes idées, mes pensées, mais aussi donc les méthodes, habitudes, de routine des top performers. Et je pense que c'est important de toujours avoir des savoirs dans n'importe quel épisode. D'ailleurs, que ce soit quand je vous parle de ma vie perso, j'essaie toujours d'en tirer des leçons. Et c'est ça que je pense que vous aimez aussi. Tout ça pour dire que je suis ravi de lancer cette année 2025 ensemble. Il y a déjà des épisodes ultra stylés qui ont été déjà recordés, que j'ai dans ma hotte du Père Noël depuis un bon bout de temps. J'ai hâte de vous les sortir. Semaine prochaine, on a l'épisode sur le froid, l'exposition au froid, en long, en large, en travers. Pourquoi, comment, est-ce qu'il faut pas s'exposer au froid, est-ce qu'il faut prendre des douches froides ou pas, blablabla. Tout ça, on l'a vu en long, large, travers avec mon pote Maxime Frost, qui est un super gars que je vous recommande de suivre sur les réseaux. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Et puis, moi, je vous fais une énorme bise. Et encore une fois, merci pour votre soutien. Mettez des commentaires un petit peu partout. Continuez à me soutenir. Abonnez-vous à la newsletter. Téléchargez l'e-book du Top Performers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, c'est system.co/ebook. Je vous ai fait un e-book gratuit pour vous remercier parce que j'ai réuni pendant 1 an et demi les top habitudes des top performers que j'ai interviewés et je les ai mis sur une journée type. Donc le matin, il faut faire ça, le midi, il faut faire ça, le soir, il faut faire ça. Si vous avez envie d'avoir un système de suivi de diète et de sport et de performance, et bah pareil, system.co/diète. Vous avez accès à Système Diète. Il y a 4 personnes qu'on va prendre par mois, pas plus, parce qu'on fait que du 100% sur mesure et personnalisé. C'est le moment de prendre votre place. Sur le mois de janvier, il nous reste une place, je crois, de mémoire. Peut-être 2, mais je crois que c'est une du coup. Et ben voilà, on est bon. Et je vous souhaite encore une fois une super semaine. J'ai hâte de voir ce que va nous réserver 2025. Et en tout cas, comptez sur moi pour vous faire toujours des épisodes les plus impactants possibles, éducatifs possibles, et essayer de toujours vous tirer vers le haut et nous tirer vers le haut, parce que c'est aussi moi que je mets dans cette aventure-là. Je vous embrasse, c'était PE. Ciao, à la semaine prochaine.